Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis en compagnie de Franck Daudemont, directeur de secteurs au Crédit Agricole Île-de-France, et puis de Michaël Valentin pour son livre Le modèle Tesla. Michaël Valentin, en plus, est un consultant. Il est associé au cabinet d'OPO, oui, c'est ça, un cabinet de conseil en excellence opérationnelle. Alors, Michaël Valentin, vous avez rédigé ce livre, Le modèle Tesla. C'est vrai que depuis 40 ans, on était sous le modèle de Toyota, finalement, c'était l'excellence. Est-ce que, à votre avis, on change de modèle? On est en train de changer totalement de modèle parce qu'il y a l'hybridation en fait d'un monde qui est le monde du digital, on connaît plein d'entreprises, les Google, Apple, etc., et le monde de l'industrie traditionnelle. Et aujourd'hui, ces deux mondes sont en train de se rencontrer. Et du coup, c'est à la fois, on peut le vivre comme une menace, on peut aussi le vivre comme une opportunité pour avoir, comme je disais tout à l'heure, un secteur industriel qui se renouvelle complètement et qui du coup peut créer ce qu'on appelle de nouveaux modèles d'affaires, donc vendre autre chose, notamment vendre des services en plus des produits que l'on crée, et par ailleurs améliorer la compétitivité, ce qui est pour le coup classique dans l'industrie, mais d'utiliser une nouvelle technologie qui sont l'Internet des objets, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, dans les usines pour les rendre plus performantes. Alors, vous avez, dans votre livre, vous donnez, c'est très intéressant parce que vous donnez 7 principes fondamentaux qui peuvent aider les entreprises à se transformer. On va en parler. Et puis, vous donnez à chaque fois les 10 questions à se poser pour un dirigeant, tout en donnant des exemples d'autres entreprises qui l'ont déjà appliqué. Ok, mais est-ce qu'il y en a beaucoup, vous qui êtes consultant en plus, qui résistent au changement? Et a-t-on le choix de résister au changement? Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand on demande aux dirigeants, et notamment aux dirigeants industriels, qui sont ceux que je connais le plus puisque je rencontre tous les jours, est-ce qu'ils sont convaincus de l'intérêt de ces nouvelles technologies? À 90%, ils disent que oui, il faut y aller, que c'est intéressant et qu'ils ont envie de se transformer, mais que par contre, la difficulté, c'est qu'ils ont du mal à accéder aux bonnes compétences, ils ont du mal à trouver la méthodologie de transformation et justement, il manque un modèle auquel on puisse s'identifier pour aller transformer l'entreprise. Il y a eu Toyota, comme vous le dites, dans ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, qui était ce qui correspondait à ce que je disais tout à l'heure, des supply chain étendues, où on avait besoin de faire ce qu'on appelle du juste à temps, c'est-à-dire de réussir à servir son client très vite, même si la production se fait pas en local. Maintenant, on est dans une nouvelle ère, qui est l'ère de ce que j'appelle le teslisme, où justement on a un retour au local, on a cette problématique écologique qu'il faut prendre en compte, donc avoir une vision très forte pour inspirer non seulement ses clients, ses employés, mais aussi son écosystème, et profiter des nouvelles technologies pour proposer autre chose. Alors justement, vous parlez de cette nouvelle économie, hein, et vous parlez d'économie de l'usage. Qu'est-ce que c'est l'économie de l'usage pour vous? Alors l'économie d'usage, c'est de passer grosso modo de la possession à l'utilisation. Donc on parlait tout à l'heure de l'immobilier qui est peut-être un des derniers secteurs où on est encore très attaché à la possession. Mais en fait, quand on voit l'évolution, notamment avec les nouvelles générations, et puis nous tous, hein, au quotidien, on veut de plus en plus ce qu'on appelle d'usage, c'est-à-dire d'avoir des services, par exemple, être livré en 1 heure, etc. Si je prends un exemple, par exemple, dans le secteur automobile. Ça, c'est valable pour quelle génération de personnes? Alors, au départ, on va dire que les nouvelles générations qui sont nées dans le digital poussent pour aller vers ça, mais c'est valable en fait pour tout le monde. On est tous comme ça, on s'en rend compte dans notre quotidien, on est tous en recherche d'avoir tout simplement plus de confort, que les produits ne soient pas simplement possédés, mais qui nous offrent plus de confort. Donc, si je prends l'exemple de l'automobile, on achetait au départ une voiture, il y avait une histoire de statut social derrière la voiture, mais il y a aussi tout simplement pour se transporter d'un point A à un point B, aller au travail, etc., transporter ses enfants. Petit à petit, la voiture, elle a commencé à avoir une climatisation, une autoradio, maintenant elle est connectée à Internet. Et à terme, en fait, ce qu'on peut imaginer sur la voiture, c'est que la voiture connectée, donc c'est ce que j'explique dans le livre, par exemple pour Tesla, elle peut se mettre à jour comme un iPhone, du coup, on peut aller dessus, acheter des choses, on peut avoir accès, c'est une sorte de tablette sur laquelle on va aller à la fois jouer, on va être en ligne sur les réseaux sociaux, on va commander des choses dans sa voiture. La voiture va même se partager. En fait, on va vivre dans sa voiture, c'est ça que vous On va vivre dans sa voiture, mais la mobilité est vécue, c'est-à-dire quand on se déplace, qui peut être vécu comme quelque chose de parfois d'inutile, ce temps, pour revenir à l'usage, n'est plus un temps perdu, mais un temps qui est actif. Et du coup, en fait, on peut même imaginer qu'à terme, la voiture, pour certains, ne soit plus possédée, c'est ce qu'on commence à voir dans les métropoles, et qu'on ait des services d'autopartage. Donc imaginez, vous avez une voiture ou pas, mais en fait, vous pouvez appeler par une application la voiture d'une autre personne, comme on fait avec Airbnb sur les logements, qui est disponible, parce qu'une voiture, finalement, elle est utilisée 1% de son temps, même pas. Donc autant utiliser plus ces voitures. Et si on repense à la planète, c'est une transformation totale parce que du coup, besoin de moins de voitures parce qu'on les partage, besoin de moins d'infrastructures routières, besoin de moins de parking dans des villes qui ont une autre aspect aussi, une autre architecture. Donc c'est une transformation complète du monde qui est derrière, notamment de notre modèle énergétique, puisqu'on aura besoin aussi de moins d'énergie pour faire fonctionner tout ça. Bien sûr. Alors vous posez, donc comme je disais, vous posez des questions fondamentales dans votre livre, notamment quelle stratégie adopter dans un environnement imprévisible. Alors comment on fait? Alors c'est toute la difficulté, c'est qu'en fait, on est à la fois dans un monde où il faut être capable de se projeter à long terme parce que ces nouvelles technologies nécessitent souvent des investissements, donc c'est le cas dans toutes les entreprises. Investir sur des choses comme du Wi-Fi
bah, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Donc ça veut dire quand même se projeter sur du long terme. Et en même temps, il faut être agile à court terme parce que l'idée, c'est de s'adapter très vite. C'est la force, hein, notamment du modèle Tesla, mais aussi des entreprises industrielles qui sont en avance là-dessus, qu'on appelle des vitrées. D'ailleurs, il y en a une juste à côté d'ici, là, chez Elysée, à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc, réussir à la fois à faire du long terme et du court terme, c'est très compliqué. Et donc, comment ça se fait? Ça se fait par trois choses. Il y a un état d'esprit, une organisation et une stratégie. Et sur l'état d'esprit, par exemple, c'est d'accepter, par exemple, l'erreur, le droit à l'erreur, d'avoir le courage de prendre des risques, d'avoir l'humilité de se dire qu'il faut apprendre en permanence. Tout ça, ce sont des facteurs d'état d'esprit, à la fois individuel et collectif, qui font que si on se comporte comme ça collectivement en entreprise, ben on a des chances à la fois d'avoir une vision forte qui nous permet de se projeter dans l'avenir en se disant le rôle de mon entreprise dépasse un rôle économique, c'est un rôle pour la planète, pour les gens, etc. Et par ailleurs, dans mon comportement quotidien, j'accepte qu'il faut se renouveler, que je ne suis pas dogmatique en fait, donc je rebondis chaque jour sur ce qui se passe. Alors ben justement, ça tombe bien parce que hier j'ai annoncé dans les infos du jour le nouveau scandale sur les implants médicaux, vous avez dû en entendre parler. Ça concerne énormément et des grosses marques. Alors vous leur dites, il vaudrait mieux qu'elles disent qu'elles ont fait des erreurs et qu'elles revoient leur modèle de conception et de fabrication de leurs produits. C'est ça que vous voulez dire? Alors, en tout cas, ça met en lumière un des sujets qui est fondamental dans l'industrie aujourd'hui, qui est cette traçabilité. Donc, pour revenir en fait à ce qu'on apporte à l'utilisateur, c'est pas forcément que du service de mobilité, etc. C'est aussi de comprendre d'où vient mon produit, est-ce qu'il a bien été respecté niveau qualité, est-ce qu'il a été fait en France ou en Chine, etc. Cet aspect de traçabilité, justement, les nouvelles technologies peuvent aider. Et l'idée, en fait, derrière, c'est d'avoir un processus qui est robuste pour, étape par étape, verrouiller qu'on a fait les bonnes choses pour avoir un résultat final et donner accès de plus en plus aussi au consommateur final sur cette traçabilité. Donc, par exemple, dans l'agroalimentaire, c'est comment, à terme, on imagine un consommateur dans le supermarché qui va scanner un fromage et qui va quasiment être capable de dire d'où ça vient et presque de quelle vache ça vient, si vous voulez. Et parce que l'idée, c'est qu'on veut que chacun puisse de lui-même consommer de manière responsable. C'est-à-dire qu'avec les problèmes environnementaux dus aux pesticides et à tous les produits qu'on utilise pour conserver les aliments, qu'ils soient frais ou qu'ils soient sous sachet, c'est vrai que ça pose des gros problèmes environnementaux et de santé publique. En tout cas, c'est comment les nouvelles technologies forcent la société à évoluer parce qu'elles créent cette transparence. Et en même temps, elles sont à la fois donc, cet aspect qui force la société à se transformer, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi la solution. C'est que les nouvelles technologies permettent aussi de faire ça. Donc le modèle Tesla, c'est justement ça, c'est de réussir à réconcilier un changement de société qui est logique parce qu'il faut qu'on fasse des choses pour la planète, etc. Et tout le monde en prend conscience petit à petit. Mais par ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible, en tout cas dans le monde industriel, d'utiliser, et dans le général de l'entreprise, d'utiliser une nouvelle technologie pour le faire. Alors dans votre livre, vous donnez 7 principes, hein, Oui. je vais les citer, Oui. et puis vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors tout d'abord, l'hyper-manufacturing, premier principe. Le deuxième, la cross-intégration. Le troisième, c'est software hybridation dans tous les services. Le quatrième, c'est la traction tentaculaire. Le cinquième, la story making. Le sixième, startup leadership. Et le dernier, men and machine learning. Alors expliquez-nous un petit peu, ce sont des étapes de tout un modèle industriel finalement. Alors ce n'est pas forcément des étapes, en tout cas c'est tous les ingrédients qu'il faut avoir. Je vais les regrouper en 3 aspects pour simplifier un petit peu. Men and machine learning, j'en ai parlé, c'est comment est-ce qu'on apprend dans le temps à travailler avec la machine et qu'on fait du judo en fait pour s'appuyer sur la machine. La machine n'est ni une menace ni une opportunité, ça dépend comment on l'utilise. Et en fait, les compétences vont devoir largement évoluer dans le temps, puisque petit à petit, la machine va être de plus en plus dans notre quotidien. On travaille déjà tous avec la machine, puisqu'on a tous un téléphone, etc. Donc les qualités qui vont être nécessaires à l'avenir, ça va être l'empathie, la créativité, ça va être des qualités qui sont fondamentalement interpersonnelles. Et donc comment je m'aide de la machine pour mieux faire. Ça, c'est la première dimension, donc c'est lié à l'état d'esprit. On a un autre groupe de dimensions donc, que vous avez évoqué, qui sont comment est-ce que j'améliore mon organisation. Donc le fait d'utiliser la couche logicielle, comme je disais tout à l'heure, pour avoir des produits qui sont connectés, le fait de créer aussi de la transparence, ce qu'on appelle la chaîne numérique de bout en bout. Donc je parlais tout à l'heure depuis la vache jusqu'au fromage dans le supermarché. Donc ça, c'est la chaîne numérique software hybridation. On a l'hyper-manufacturing, c'est en fait une montée de version de ce qu'on avait dans le système que vous évoquiez tout à l'heure Toyota, c'est de se dire je vais chercher des gaspillages du 21e siècle. Les gaspillages du 21e siècle, c'est de ne pas surconsommer de l'énergie, c'est de bien utiliser les données, c'est d'éviter les mouvements pénibles parce qu'on veut que les gens au travail soient épanouis, donc ils n'aient plus besoin de faire des tâches pénibles. Donc c'est d'avoir aussi un confort d'usage dans les outils que j'utilise au travail. Et puis après, il y a toute une dimension qui est liée au management et à la vision. C'est hyper important en fait, et on le voit de plus en plus, les gens ont besoin pour rentrer dans une entreprise de s'identifier à la mission, d'avoir une vision forte et que ça se retranscrit dans les comportements quotidiens. Donc pour un dirigeant, c'est de se dire j'ai une vision qui est forte, par exemple pour Tesla, c'est de contribuer à la transition énergétique, mais la manière dont je me comporte au quotidien est conforme à ça et je vais aller aider les équipes. Je vais être un patron, par exemple si on prend Elon Musk ou tous ceux que je cite dans le livre, sont des patrons qui passent du temps sur le terrain à accompagner les équipes
c'est pas seulement directif, mais c'est aussi très horizontal. Oui, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas le matin sans dire bonjour à tout le monde en montant directement dans sa tour d'ivoire. Il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect surtout, ce qui fait qu'on est bon dans le nouveau monde, c'est qu'on résout les problèmes très vite, on est agile. C'est que quand il y a un problème, je descends avec les équipes sur le terrain, je passe voir des le heures problème. Voilà. Si on prend Elon Musk, il a eu des difficultés cette année. Comment est-ce qu'ils sont sortis notamment? C'est qu'il a passé des heures et des heures et des heures dans son usine. Il avait même un sac de couchage quand j'y étais en Californie, j'étais pour enquêter là-bas. Il dormait dans l'atelier pour. Alors c'est extrême, l'idée c'est pas que tout le monde fasse ça, mais c'est juste pour dire que le patron s'implique en fait. Il fait partie de l'équipe. Il est horizontal dans sa façon de gérer l'entreprise. Alors vous dites par exemple, puisque vous parliez de l'hypermanufacturing, et dans les questions à se poser pour un dirigeant, vous dites, une des questions c'est, est-ce que je récolte, est-ce que je stocke, est-ce que j'exploite suffisamment les données que je dispose sur mes clients et sur mon process industriel, ou alors est-ce que les décisions se prennent suffisamment vite à tous les étages de l'entreprise? Donc en fait, c'est toutes les chaînes des différentes couches de direction qu'il faut, qu'il faut casser finalement. Pas forcément casser, mais en tout cas transformer et adapter. C'est les organisations qui doivent muter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On a toujours besoin de verticalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter de faire des stratégies et puis de devoir donner du sens. C'est bien l'objectif d'un dirigeant, quel qu'il soit. Ceci dit, ça doit s'accompagner d'un mouvement assez horizontal et notamment ce qu'on appelle les fonctions support dans les grandes entreprises, qui sont au service du coup des fonctions cœur, doivent apprendre à travailler différemment puisque, comme je le disais tout à l'heure, les tâches qui sont transactionnelles petit à petit vont être remplacées par des machines et du coup, les rôles de ces fonctions-là vont être d'accompagner la résolution de problèmes, d'aller aider les gens sur le terrain, de faire qu'ils ont des outils pour travailler. Donc effectivement, c'est une mutation de la façon de travailler et qui va générer du coup un besoin de nouvelles compétences. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu finalement en allant justement voir un petit peu comment Elon Musk dirige ses entreprises, dont Tesla? Quel est pour vous le modèle? Est-ce que pour vous, ça sera le modèle des 40 prochaines années à venir? Pour moi, ça sera une source d'inspiration avec un certain nombre de principes, mais comme dans le modèle précédent de Toyota, l'idée, c'est pas de copier ce que fait Elon Musk, parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent être améliorées. L'idée, c'est pas d'avoir une vision angélique des choses, mais simplement de prendre les principes et de se dire qu'est-ce qui peut s'appliquer chez moi, dans mon entreprise, que ce soit une TPE, une PME ou un grand groupe, ou que ce soit n'importe quel secteur. Il y a des principes qui peuvent se transposer, mais je dois les adapter à mon contexte et à ma culture. C'est ça qui est hyper important. Et donc, ce que j'ai appris là-bas, c'est que d'une part, il y a des choses qui sont en rupture, qui sont hyper intéressantes parce que cette entreprise est passionnante et c'est une des premières qui part du secteur digital qui va vers le monde industriel parce qu'elle est née dans le berceau du digital dans la Silicon Valley. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça se transcrit dans tout un tas d'entreprises, puisque dans le livre, je cite une dizaine d'entreprises qui sont des vitrines en France, sur le sol français, qui sont des PME, des ETI, des grands groupes, et qui appliquent ces dimensions-là aussi dans leur quotidien. Absolument, c'est vrai. Et donc, j'invite tous les auditeurs à acheter votre livre, parce que c'est vraiment très intéressant. Ça s'appelle Le modèle Tesla. C'est aux éditions Duno, des éditions d'ailleurs très sérieuses. J'aime beaucoup leurs livres. Et donc, et puis en même temps, c'est un peu philosophique, votre livre. Non seulement vous donnez des principes, mais en plus vous dites la révolution industrielle actuelle, c'est un triple mouvement, celui des marchés, de la société, celui technologique et puis organisationnel. Donc finalement, c'est toute une philosophie d'ensemble. Parce que tout ça, c'est imbriqué. On voit bien tout à l'heure, on en parlait, les gilets jaunes, etc. Il n'y a pas d'un côté l'économie, de l'autre côté la planète, et puis enfin les hommes au travail. Tout ça, en fait, c'est un modèle. Et donc, je crois profondément que pour transformer le modèle, il faut avoir une approche qu'on appelle un peu de manière pompeuse systémique, mais c'est-à-dire qu'on travaille sur tout en même temps. C'est pas en travaillant sur une seule des dimensions que ça va fonctionner, on le voit bien d'ailleurs. C'est en travaillant sur l'ensemble, en projetant une vision, mais en étant concret aussi sur comment est-ce que ça se transmet dans le quotidien. Donc à la limite, ce que vous voulez dire, c'est que nos hommes politiques ne travaillent pas encore suffisamment comme cela. Je n'ai pas de jugement sur ce que font les hommes politiques, je pense que c'est un maillon de la chaîne, mais je pense que ils ne sont pas le seul maillon justement, et on le voit justement dans le mouvement actuel, ce qui fait que la société se transforme, c'est à la fois par le politique, c'est ce côté vertical que j'évoquais, mais il y a aussi le mouvement horizontal qu'on voit qui vient de la base, et c'est l'ensemble de ce mouvement qui fera la transformation de la société. Alors justement, mais est-ce que c'est possible? Parce que l'avantage d'Elon Musk, c'est qu'il a eu des financements hors pair. D'ailleurs, on voit bien que ces entreprises ne sont pas forcément rentables. Malgré tout, il est encore soutenu. C'est quand même la finance qui, pour l'instant, c'est encore la finance qui le soutient parce est le maître mot. Projet, et du coup, c'est la vision qui est importante. Et donc, comme Amazon n'a pas été rentable pendant 15 ans, et puis maintenant Amazon est très rentable, c'est le modèle startup, ça. Si on crée un modèle, et ensuite on passe à l'échelle. Donc en fait, il faut accepter d'être déficitaire pendant un certain temps, c'est ça? Alors, comme vous le dites, on peut faire des choses quand on s'appelle Elon Musk et pas forcément quand on a un patron de PME dans la Creuse. Parce que moi, je passe plus de temps dans la Creuse que dans la Silicon Valley. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que je crois profondément ce modèle, c'est qu'il y a des patrons de PME en France. Vous avez des boîtes comme Sodistra à Château-Gontier, comme Alphi Technologies que je cite dans le livre, comme Veloom en Alsace, ou comme à côté d'ici, Lizzie à Saint-Ouen-l'Aumône, ou même il y en a plein en fait de patrons qui en m'écoutant se reconnaîtront,
qui arrivent à profiter de ces nouvelles technologies pour faire autre chose. Donc c'est totalement possible. Il faut, par contre, comme j'espère, adapter parce qu'effectivement, on n'est pas tous Elon Musk dans la Silicon Valley en train de faire des voitures. Voilà, absolument. Merci en tout cas pour ce livre, Michael Valentin. On va demander à Franck Dodman, qui est donc banquier, hein, puisque vous êtes directeur du Crédit Agricole Île-de-France. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux entreprises? Quelle est leur demande? Comment ça se passe en ce moment? J'aurais juste rebondir sur les sujets qui viennent d'être évoqués parce que finalement, dans notre organisation et dans notre modèle, je retrouve beaucoup d'éléments qu'on essaie de mettre en place. Donc, que ce soit une hiérarchie un peu plus horizontale où finalement on essaie de co-construire avec chacun, quel que soit son niveau. Sur l'échelle environnementale, avec la numérisation pour tendre de plus en plus vers le zéro papier, par exemple. Enfin, on a comme ça, voilà, il y a plein de sujets passionnants qui viennent d'être évoqués et qu'au Crédit Agricole Île-de-France, on s'efforce de mettre en œuvre. Et c'est bien aujourd'hui la façon dont on travaille. Donc je m'y retrouve bien. Donc voilà. Et la deuxième question. La deuxième question, c'était les entreprises en ce moment au niveau financement. Où en est-on? Alors, le marché des entreprises, il est énorme en Île-de-France. Il y a vraiment des créations d'entreprises. Il y en a des dizaines de milliers chaque année. Et donc le rôle d'un banquier, et notamment du Crédit Agricole Île-de-France, qui a fait le choix de renforcer son positionnement sur ce marché, c'est bien sûr d'accompagner toutes les demandes. Alors des demandes, il y en a en tout genre, hein. Il y a des demandes pour se développer son activité. C'est pas forcément ce qui est le plus simple pour un entrepreneur finalement. Des fois, ils se retrouvent avec trop de demandes et ils ne savent plus comment la gérer. Là aussi, ils ont besoin de conseils. On aide beaucoup à la création. Et là, en lien avec tout ce qui est plateforme d'accompagnement qui peuvent exister, comme l'initiative 95 dans la Val d'Oise. Beaucoup de création, beaucoup de reprises. Bien sûr, tout ce qui est achat de matériel, paiement de factures. Là aussi, le monde du digital nous aide beaucoup. J'ai pris un exemple tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Et donc, on a renforcé nos équipes pour être encore plus proches de nos commerçants, de nos artisans, de nos entreprises, de nos industriels, puisque nous en avons bien entendu. Nous avons même beaucoup de grands groupes qui aujourd'hui, du SBF 120, sont clients du Crédit Agricole. Acteurs sur le marché des entreprises, mais oui, aujourd'hui, ne serait-ce que par la nature et la structure des financements, oui, on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus en capacité de les accompagner. Alors, Michael Valentin, vous, en même temps, vous faites du conseil auprès d'industrie, évidemment. Quels sont les secteurs les plus demandeurs en ce moment, dans lesquels vous opérez? Alors, en fait, toute l'industrie est en train de se transformer. Ensuite, il y a des secteurs qui, naturellement, se transforment plus vite parce qu'en fait, ils ont un besoin, en fait. Donc, notamment en France, on est évidemment très fort sur le secteur aéronautique, automobile. Donc ça, c'est des secteurs qui sont transformés assez vite et qui ont l'habitude de travailler avec les nouvelles technologies. Ensuite, on ne travaille pas que dans des groupes, nous on travaille aussi beaucoup dans des PME. Et donc, dans les PME, on a des gens qui sont précurseurs et qui vont vite. Et puis, on a aussi tout un tas d'entreprises qui ont commencé à tester ce qu'on appelle une brique technologique et qui ont besoin d'aller plus loin et du coup de transformer l'entreprise dans son ensemble. Et si on prend la France, on a beaucoup de constructeurs de petites machines, d'agroalimentaire, on a de la pharmacie, on a la chance en France d'avoir tous les métiers industriels et l'industrie lourde aussi. Et donc c'est aussi un des messages que je veux passer, c'est que l'industrie c'est un secteur qui est sexy. Donc je parle pour les jeunes notamment, c'est un secteur, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce secteur, il y a tout un tas de métiers à créer et il y a des startups à créer. Parce que moi j'en ai marre que des jeunes qui ont envie d'entreprendre fassent des Airbnb, des poissons rouges, je préférerais qu'ils mettent en fait leur intelligence au service de l'industrie. Qui crée justement dans ces territoires périphériques de la valeur et qui permettent de créer du lien social aussi. D'ailleurs, j'étais en Serbie ce week-end et ils invitent, le Val d'Oise vient de signer, j'en reparlerai à l'antenne prochainement, le Val d'Oise vient de signer une convention avec la Serbie qui invite les industriels à venir travailler avec eux et voilà, je pense que ça intéressera peut-être certains de vos clients. Je veux bien rebondir Franck, sur les startups en 30 secondes. Allons-y. Parce que bien sûr, nous les accompagnons. Au même titre que toutes les créations d'entreprises, mais surtout, on est partenaire avec elles. C'est-à-dire que certaines nous aident à mettre en place les innovations dont ont besoin nos clients, dont on a besoin nous dans nos process. Et donc, au-delà d'être des clients, ce sont bien souvent des partenaires à notre service et dont on est finalement, au final, les premiers clients. Et puis, tout le groupe Crédit Agricole a mis en place le village BAICA qu'on trouve maintenant un petit peu partout en France. Absolument. Pour les accueillir. C'est le spécial start-up. Voilà. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques mois 2 start-up qui étaient je vous conseille d'aller promues. Visiter, c'est passionnant. Voilà. Alors donc, pour vous joindre, Franck Dodman, c'est facile, il suffit de pousser la porte d'une agence du Crédit Agricole. Par contre, Michael Valentin, si on veut vous joindre pour des conseils en organisation opérationnelle, on fait comment? Sur le site de opeoconseil.fr. Donc c'est tout simplement les initiales OPEO. OPEO-du6conseil.fr.
Voilà, merci beaucoup à tous les deux pour ces informations passionnantes. Je rappelle votre livre, Michael Valentin, Le modèle Tesla aux éditions Duno, du toyotisme au teslisme, la disruption d'Elon Musk. Elon Musk est serbe, voilà pourquoi je parlais de la Serbie. Tout de suite, allez, on part pour notre chronique du mercredi, Comprendre le monde avec Pascal Boniface.